La course vers le ciel. Bâtir les premiers gratte-ciel de New York. Au plus fort de la compétition architecturale new-yorkaise, personne n'avait encore vu de grue à tours. Pourtant, des colosses de plus de 200 mètres s'élevaient au-dessus des rues. Le secret résidait dans des poutres d'acier transportées par des mâts de charge à vapeur, balancés au-dessus de la circulation et fixés par des monteurs de fer en équilibre sur des ossatures à nu. Pourquoi ces équipes risquaient-elles leur vie sans harnais sur des poutres hissées directement depuis le trottoir? La réponse éclaire non seulement la manière dont ces prouesses d'ingénierie tenaient debout sans grue, mais aussi pourquoi chaque poutre et chaque rivet exigeait sang-froid, précision temporelle et une exactitude parfois mortelle. Qu'est-ce qui a réellement poussé les bâtisseurs à inventer de nouvelles méthodes? Et comment cela a-t-il transformé nos villes pour toujours? L'acier change tout. L'acier a révolutionné la conception même de ce qu'un bâtiment pouvait être. Avant les années 1880, les silhouettes urbaines étaient façonnées par la pierre, la brique et le fer, des matériaux lourds qui limitaient la hauteur à laquelle les murs pouvaient s'élever en toute sécurité. Le procédé Bessemer, développé dans les années 1850, transféra la production d'acier des laboratoires vers le cœur de l'industrie américaine. Soudain, des poutres d'acier pouvaient être laminées par milliers, chacune capable de supporter bien plus de poids que la pierre à une fraction de la masse. Au début du XXe siècle, ce nouveau matériau déclencha une véritable course vers les hauteurs. Plutôt que de s'appuyer sur d'épais murs porteurs, les constructeurs commencèrent à assembler des squelettes d'acier, des réseaux de colonnes et de poutres transmettant l'ensemble du poids d'un bâtiment à travers une série de connexions précises. Cette structure en ossature permettait aux architectes d'atteindre des hauteurs impossibles avec la maçonnerie seule. La charge se transmettait directement vers le bas à travers l'acier, éliminant le besoin de murs massifs et libérant de l'espace pour des bureaux, des commerces et des appartements. Dans les années 1910, New York et Chicago se livraient une véritable compétition pour savoir jusqu'où l'acier pourrait monter. L'immeuble Woolworth, achevé en 1913, culminait à 241 mètres, tandis que la Metropolitan Life Tower et le Singer Building dépassaient chacun les 180 mètres. Tous ces édifices reposaient sur des ossatures d'acier assemblées une poutre à la fois, chaque pièce hissée en place par des mâts de charge plutôt que par des grues. Le volume d'acier nécessaire pour ces projets était colossal. Les aciéries de Pittsburgh et de Gary, dans l'Indiana, fabriquaient des poutres sur mesure selon un calendrier s'étalant sur plusieurs mois. Chaque livraison devait arriver dans le bon ordre, prête à être hissée depuis la rue, directement sur l'ossature en cours de montage. La résistance et la flexibilité de l'acier rendaient ces tours possibles, mais elles exigeaient aussi une nouvelle façon de construire. Chaque assemblage devait être conçu pour supporter les charges changeantes du vent et de la gravité sur des dizaines d'étages. La logistique, une livraison juste à temps. Les poutres d'acier destinées aux gratte-ciel new-yorkais débutaient leur voyage dans les aciéries de Pittsburgh et de Gary. Une fois laminées sur commande, elles étaient chargées sur des wagons de marchandises pour un trajet pouvant durer plusieurs jours jusqu'à la ville. Arrivées dans les gares de triage le long de l'Hudson ou de l'East River, le défi ne faisait que commencer. Les rues encombrées de Manhattan ne laissaient aucune place pour des stocks. Des chariots tirés par des chevaux, parfois 6 de front, se frayaient un chemin dans la circulation pour livrer les poutres directement devant les chantiers. Sans espace libre pour stocker les matériaux, les poutres étaient hissées depuis la rue vers l'ossature en cours d'élévation, pratique qui imposait une livraison en flux tendu bien avant que l'expression n'entre dans le lexique des affaires. Toute livraison devait arriver dans l'ordre exact requis pour l'assemblage. Une poutre déposée hors séquence ne pouvait pas simplement être mise de côté. Il n'y avait nulle part où la ranger. Les équipes au sol coordonnaient étroitement avec les contremaîtres et les ferrailleurs perchés en hauteur. Une poutre pouvait être déchargée d'un chariot le matin et suspendue au crochet d'un mât de charge quelques minutes plus tard. Les opérateurs de ces mâts, avec leurs treuils à vapeur, balançaient l'acier au-dessus de l'agitation permanente de la ville, l'enfilant entre les fils de tramway et les réverbères. Sur les chantiers les plus actifs, comme celui du Woolworth,
Des dizaines de livraisons pouvaient arriver en une seule journée, chacune correspondant à un emplacement précis dans l'ossature. Le mât de charge à Auban, le cœur du chantier. Au centre de chaque chantier de gratte-ciel dans les années 1910, trônait le mât de charge à Auban, un engin aussi essentiel que l'acier lui-même. Contrairement aux grues à tour modernes, ces mâts étaient simples dans leur forme, mais puissants dans leur action. Chacun comportait un mât central, souvent de 15 à 23 mètres de haut, ancré directement à l'ossature d'acier en dessous. 4 câbles en acier ou davantage s'élevaient depuis le sommet du mât, fixés aux colonnes du bâtiment ou à des blocs de bois massifs aux étages inférieurs, voire dans la rue. Ces câbles maintenaient le mât stable, résistant à la poussée constante du vent et au poids variable de chaque charge. La puissance provenait de la vapeur. Des chaudières s'allumaient des heures avant l'aube pour alimenter en pression des treuils à vapeur installés sur le squelette du bâtiment ou parfois au niveau de la rue. Ces treuils, d'une puissance de 50 à 100 chevaux, pouvaient soulever 10 tonnes verticalement, balançant une poutre depuis le trottoir jusqu'au 30e étage en quelques minutes. Le câble, parfois de plus de 2,5 cm d'épaisseur, fourni par la même entreprise que celui du pont de Brooklyn, passait à travers un enchevêtrement de poulies au sommet du mât, multipliant la force et permettant un contrôle précis. La particularité du mât à Auban était sa capacité à grimper avec le bâtiment. Au fur et à mesure de la construction, les équipes déboulonnaient la base, relâchaient et repositionnaient chaque auban, puis utilisaient un treuil auxiliaire pour hisser l'ensemble du mât vers l'étage suivant, une opération dite de saut. Ce processus pouvait prendre quelques heures, le mât restant brièvement en suspension dans les airs, maintenu par ses haubans, avant de se poser sur un nouveau jeu de poutres. Sur le Woolworth, les mâts sautaient tous les quelques étages, gardant le rythme avec l'acier montant. Sur un mât de grande portée, la flèche pouvait pivoter à 360 degrés, capturant des poutres depuis la rue et les déposant au cœur de la structure en cours d'édification. La pose des poutres, une chorégraphie en hauteur. À mesure que la silhouette de la ville prenait forme, une poutre d'acier de près de 2 tonnes suspendue au crochet d'une main se balançait doucement comme un pendule. Sur l'ossature exposée au vent, des connecteurs tendaient des cordes de guidage rattachées à la poutre pour maîtriser son balancement. Pour stabiliser le pendule, les connecteurs tiraient sur les cordes, faisant pivoter l'acier en position et l'abaissant délicatement sur les colonnes d'attente. Un dérapage, une rafale ou un signal manqué pouvaient faire osciller dangereusement la poutre. Mais les hommes avançaient, avec un calme que seule l'expérience confère. Une fois la poutre mise en place, la véritable chorégraphie commençait. Des broches de calage, des tiges d'acier coniques, étaient frappées dans les trous de boulons pour forcer l'acier lourd à s'aligner parfaitement. Des boulons provisoires glissés dans les trous et serrés à la main maintenaient l'assemblage en attente. Cette seule étape pouvait prendre 20 minutes, parfois davantage, si les trous résistaient ou si l'acier fléchissait sous le vent. Chaque connexion devait être parfaitement droite. Une poutre de travers retarderait tout l'étage au-dessus. Venait ensuite le gang de rivetage. 4 hommes qui se déplaçaient avec la cadence d'un équipage rodé. Le chauffeur se tenait devant une petite forge à charbon et tirait des rivets chauffés au rouge cerise avec des pinces, les lançant en arc dans les airs. Le receveur, accroupi sur la poutre, les attrapait dans un seau métallique noirci à peine avant qu'ils refroidissent, puis les enfonçait dans le trou prévu. De l'autre côté, le contrepartie appuyait une lourde barre d'acier contre la tête du rivet, résistant de tout son poids. Enfin, le riveteur, maniant un marteau pneumatique alimenté par des tuyaux remontant depuis des compresseurs en bas, frappait l'outil contre la tige incandescente. En quelques secondes, le métal s'écrasait en un dôme parfait. Chaque rivet devait être posé avant de perdre sa chaleur. 10, peut-être 15 secondes, depuis la forge jusqu'à la tête définitive.
Cette séquence se répétait rivet après rivet, connexion après connexion. Une seule poutre pouvait nécessiter une douzaine de rivets ou plus. Un bon gang pouvait en poser plus de 500 par jour. Le son de leur travail résonnant au-dessus de la ville. Il fallait près d'une heure depuis le moment où une poutre quittait la rue jusqu'à son verrouillage permanent dans l'ossature. Le bâtiment grandissait joint par joint, maintenu par le rythme ininterrompu des hommes et des machines. Les hommes, nerfs et précision. À 30 mètres au-dessus de la ville, les ferrailleurs avançaient avec une assurance acquise sur des poutres larges d'à peine 30 cm. Pas de ligne de sécurité, pas de harnais, juste des bottes en cuir semêlées et un équilibre forgé par des années passées sur l'acier. Chaque pas était une mise à l'épreuve du sang-froid et du muscle. Les pauses déjeuner se prenaient là, sur l'ossature, un sandwich dans une main et la ville s'étendant loin en contrebas. La seule protection entre un ouvrier et le vide était son expérience. La communication était sa propre bouée de sauvetage. Les voix se perdaient dans le rugissement des moteurs à vapeur et du trafic urbain, et les équipes dépendaient de signaux manuels, de sifflets et des yeux acérés des signaleurs. Une main levée signifiait « monter ». Un rapide mouvement vers la gauche ou la droite indiquait à l'opérateur de treuil dans quel sens orienter la charge. Le signaleur était le chef d'orchestre silencieux de l'opération. Il se plaçait là où il pouvait voir à la fois la poutre et le treuilliste, relayant chaque instruction avec des gestes nets. Seul le signaleur s'adressait à l'ingénieur. Personne d'autre n'intervenait. Un signal manqué ou retardé pouvait transformer une levée de routine en crise mortelle. Les ferrailleurs guidaient les poutres à l'aide de cordes de guidage, utilisant leur corps pour stabiliser l'acier contre le poids et l'élan. Chaque mise en place exigeait du travail d'équipe. Les apprentis apprenaient à lire non seulement les signaux, mais aussi les signes subtils de l'équipe, la tension dans une corde, le rythme des bottes sur l'acier. Les chutes étaient fréquentes. Le travail était dangereux, mais le rythme ne ralentissait jamais. La culture de ces chantiers exigeait solidité et confiance. Chaque ouvrier comptait sur ses partenaires. La précision et la coordination n'étaient pas de simples compétences, c'était la seule protection dont un homme disposait. À 241 mètres de hauteur, l'immeuble Woolworth ne se contentait pas de repousser les limites de l'ingénierie. Il testait les frontières du physiquement réalisable avec les méthodes disponibles dans les années 1910. Le vent était un adversaire permanent. Lorsque les rafales dépassaient 60 km/h, tous les levages étaient stoppés. Lors d'une tempête en 1911, une bourrasque soudaine au 25e étage força les équipes à amarrer les cordes de guidage aux colonnes et à cesser le travail pendant 2 jours. Aucune somme d'argent ni pression managériale ne pouvait changer le temps ou accélérer le processus délicat de déplacement des mâts. L'approvisionnement en matériaux imposait ses propres contraintes. Les commandes d'acier pour un gratte-ciel pouvaient prendre de 3 à 6 mois à être honorées par les aciéries, chaque poutre laminée selon des spécifications précises. Les retards à l'usine ou sur les voies ferrées se répercutaient sur l'ensemble du chantier. Si une livraison arrivait dans le désordre, nulle part à Manhattan ne permettait d'entreposer l'excédent. Chaque pièce devait être hissée presque immédiatement. Le rythme de la construction était dicté par ces contraintes, non par les ambitions des architectes ou la taille du budget des promoteurs. L'ampleur de ces projets était vertigineuse. L'ossature du seul Woolworth nécessitait plus de 1000 tonnes d'acier en moins d'1 semaine au rythme de pointe. Le Singer Building et la Metropolitan Life Tower, tous deux dépassant les 180 mètres, s'élevaient sur des blocs de ville à peine plus larges que les tours elles-mêmes. Chaque levage, chaque assemblage résultait d'une coordination implacable entre aciérie, chemin de fer, attelage et ferrailleurs perchés sur l'ossature. La silhouette de la ville devint une sorte de planning vivant. Chaque nouvel étage témoignant de la discipline et du synchronisme de centaines d'hommes et de machines. Le prix humain. Mais le coût se mesurait non seulement en acier et en temps, mais aussi en vie humaine. Les archives d'accidents des années 1910 sont lacunaires.
mais les dangers étaient impossibles à ignorer. Chutes, blessures par écrasement et accidents de levage faisaient partie du quotidien. Lorsque l'Empire State Building s'éleva 2 décennies plus tard, 5 décès d'ouvriers furent officiellement enregistrés. Probablement une sous-estimation, mais déjà un repère de progrès. Dans les années 1910, la plupart des décès passaient inaperçus dans les registres, à l'exception des livres de l'Union des ferrailleurs. Les fonds pour les veuves, créés dès 1906, offraient aux familles quelques centaines de dollars, souvent moins de $500, collectés directement dans les poches des collègues de travail. La pression syndicale fit lentement avancer la sécurité. Mais les améliorations vinrent par petites touches, pas par bonds. Les bâtiments qui se dressent encore aujourd'hui sont des monuments à ce risque autant qu'à l'ingénierie. Chaque poutre, chaque rivet est un témoignage de savoir-faire, de sacrifice et d'un système qui fonctionnait parce qu'il le fallait, dans les limites strictes du vent, des matériaux et de l'endurance humaine. Un héritage de courage. Aujourd'hui, presque chaque horizon urbain repose encore sur des ossatures posées par des mains calleuses et des mâts de charge à vapeur. Construits sans grue moderne, mais conçus pour durer. Alors que les villes s'élèvent toujours plus haut grâce aux nouvelles technologies, ces tours centenaires prouvent discrètement que l'ingéniosité humaine, et pas seulement la machinerie, façonne ce qui perdure. L'acier au-dessus de nous reste un rappel quotidien. Le progrès s'élève le plus haut quand le savoir-faire et le courage font le gros du travail.